Val-de-Loire en direct se poursuit. L'heure de votre JT présenté ce soir par Lucas Chopin. Bonsoir Lucas. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. C'est la grisaille qui dominera tout au long de cette journée dans nos deux départements. Des températures stationnaires. La minimale sera de 6 degrés et la maximale de 10 degrés. À la une de notre JT, à un mois des municipales, la campagne se poursuit. Et l'heure est désormais à l'impression des éléments de propagande, lettres, tracts, programmes. Votre boîte aux lettres s'est peut-être remplie ces derniers jours. Nous nous rendrons au sein d'une entreprise qui participe à cette mise sous pli. Municipal toujours, le Rassemblement national a bel et bien lancé sa campagne à Tours. Aleksandar Nikolic a tenu son premier meeting pour les municipales hier. Soutenu par le député de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, le candidat a notamment insisté sur la sécurité dans la ville, le tout devant un public déjà acquis à sa cause. Et puis, nous parlerons sport avec cette défaite du Tour Volleyball. En Ligue des Champions, le TVB s'est incliné face au Ziraat Ankara, 3-7-1, qui pénalise toujours plus les Tourangeaux dans cette phase de poule. Notre premier invité ce soir, Maître Jean Sagnier. Avocat de la commune de Suèvre, il évoquera la plainte déposée contre l'État dans le cadre de l'affaire de la petite martyre de la 10. Et puis notre séquence, on vous répond avec la question du soir. Quels sont les conseils pour l'achat de sa première voiture? Boris Fabian, enseignant de la conduite au sein de l'école de conduite française, sera sur notre plateau à la fin de ce journal. Mais d'abord, Lucas, on revient sur cette météo capricieuse depuis hier. La tempête Nils a balayé la région la nuit dernière. Ce matin, près de 1800 clients étaient privés d'électricité sur nos deux départements. À 15h30, 85% des sinistrés étaient réalimentés. Dans le même temps, les pluies ont conduit à des alertes crues. La Vienne, à Chinon notamment, est en alerte orange. Et à Tours, pour prévenir le risque de submersion, les parkings des bords de Loire sont en cours d'évacuation. Tous véhicules encore présents sur les parkings Bibliothèque et Napoléon demain matin à 5h seront enlevés par la fourrière. Dans un mois auront lieu les élections municipales et peut-être avez-vous reçu des éléments de propagande dans votre boîte aux lettres. On vous a justement posé cette question sur nos réseaux sociaux. Lisez-vous la propagande des candidats reçus dans vos boîtes aux lettres? Et la réponse est assez claire, Lucas. La réponse est sans appel. 79% d'entre vous nous dites qu'elle termine directement à la poubelle, cette propagande, quand 21% disent que cela les aide à se décider. Car justement, la réception des courriers de candidats s'accélère. Lettres, tracts et autres programmes. Une chaîne de distribution à laquelle participe Touraine Routage. Basée à Tours, l'entreprise est chargée de compléter les enveloppes qui vous sont adressées. Romain Delville leur a rendu visite. La propagande électorale, ça commence déjà par des enveloppes avec la bonne adresse des électeurs et des électrices. Ici, à l'atelier de Touraine Routage, dans la zone du Menton à Tours, Philippe et Alban s'occupent de l'adressage pour 4 départements de l'ouest de la France. On prend une poignée qu'on pose au fur et à mesure, jusqu'à temps de le remplir. Voilà. Puis après, j'aide ma collègue à coller des étiquettes sur les cartons et à remettre les cartons sur les palettes. Une fois les bons autocollants collés sur les bons cartons, avec un code couleur pour le premier et le second tour, les enveloppes sont stockées dans une salle voisine selon la taille des communes de destination. On a une partie qui est en carton et une autre partie qui est en cube. Donc les cubes, c'est ce matériel-là qui est le matériel de la Poste avec lequel on dépose, nous, pour tous nos autres dossiers autres que les élections. Donc voilà, ce sont des contenants qui sont plus importants, bien évidemment, que les cartons. Donc on en met un peu plus, ça c'est pour les communes de plus de 2500 habitants. Dans cette entreprise spécialisée dans le traitement et l'expédition du courrier, mise sous film, mise sous pli édition, l'adressage des enveloppes de propagande électorale représente un défi logistique. Sur les 4 préfectures que l'on traite, on a un peu plus de 2 millions à faire dans un délai qui reste assez court quand même. On a jusqu'à environ le 20 voire fin de mois pour terminer les envois suivant les préfectures. Il y a déjà les préfectures qui sont parties. Les enveloppes seront ensuite expédiées par les préfectures vers les communes pour la mise sous pli des propagandes électorales. Pas d'urgence pour Touraine Routage, qui a montré qu'elle savait gérer, y compris lors de la dissolution surprise de juin 2024. Et on va continuer, Lucas, de parler de ces élections municipales. Oui, avec le Rassemblement national qui a lancé sa campagne hier. Aleksandar Nikolic a donné son premier meeting à Tours. Devant son invité d'honneur, le député de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, l'homme s'est adressé à une foule déjà acquise à sa cause. Il leur a notamment parlé sécurité. Hélène Chaplet était sur place. Plus de 250 personnes sont venues mercredi soir assister au meeting d'Aleksandar Nikolic. La salle des mariages de l'hôtel de ville était comble pour entendre les 10 mesures phares du programme du candidat RN. Dans le public, des militants déjà convaincus, mais aussi des citoyens venus découvrir les arguments de ce postulant à la mairie tourangelle.
Je suis venue soutenir Aleksandar Nikolic, qui se présente, qu'on connaît très bien. Et il est accompagné de Jean-Philippe Tanguy, qu'on connaît aussi. Et parce qu'on veut les soutenir absolument. Ce qui compte, c'est ce qu'il propose, c'est pas tant depuis combien de temps il est là. Ce qui compte, c'est ce qu'il veut faire pour la ville, ce qu'il veut transformer. Enfin, moi, je m'en fous qu'il vienne du sud, du nord. Tant qu'il propose des choses utiles pour la ville, qu'il propose des choses concrètes, moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Les idées du RN, moi, me plaisent. Donc, voilà, personnellement, il aura ma voix. Je ne supporte pas les écolos. Parce que c'est une écologie punitive. Ils ont barré le pont Wilson, la rue Marceau, il n'y en a que pour les vélos. Parmi les projets avancés par le candidat RN, la création d'un parking souterrain avenue Gramont, mais aussi la reconstruction de la place des Halles, équiper les écoles de clim réversible ou encore passer tout l'éclairage public en LED. Des mesures qu'il entend financer en annulant la deuxième ligne de tramway et en la remplaçant par une ligne de bus à haut niveau de service. Des idées qui pourraient permettre à ce candidat, il l'espère, de dépasser la barre des 5%, résultat qu'avait obtenu son prédécesseur lors du premier tour en 2020. Aujourd'hui, les sondages montrent qu'on est donné entre 15 et 17%, c'est-à-dire 3 fois plus que ce que M. Godefroy avait pu faire en 2020. Et j'espère que c'est que le début. En tout cas, on fait tout pour essayer de convaincre le plus d'électeurs possible et d'incarner l'alternative justement à Emmanuel Denis, parce que c'est nous qui l'incarnons. Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, était présent pour soutenir le candidat Nikolic. Ce premier meeting du RN a également rassemblé une petite centaine d'opposants, place Jean Jaurès. De la justice à présent avec la condamnation du braqueur de Saint-Marc-la-Pile. Le trentenaire qui avait forcé 3 commerçants à vider leurs caisses à Saint-Marc-la-Pile et Azay-le-Rideau a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis hier. Il avait ciblé un bureau de tabac, une pharmacie et un supermarché du Chinonais armé d'une batte de baseball. À la barre, l'homme a expliqué avoir dépensé la quasi-totalité de ses 1 500 € de butin dans de la drogue, du tabac et de l'essence. Et de la justice, il en était également question avec notre premier invité de ce journal. Maître Jean Sagnier est l'avocat de la commune de Suèvre. Nous avons enregistré son interview cet après-midi. Il nous parle de la plainte déposée contre l'État dans le cadre de l'affaire de la petite martyre de la 10. Regardez. Il y a 39 ans était découvert en Loir-et-Cher le corps de la petite Inas, une fille de 4 ans qui n'avait été identifiée qu'en 2018 grâce au progrès de la science. Depuis, la justice suit son cours puisque les parents seront jugés en novembre prochain à Blois. Une procédure trop longue pour la commune de Suèvre où l'enfant a été retrouvé. Elle attaque même l'État pour déni de justice. Bonjour, maître Jean Sagnier. Bonjour, monsieur. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Vous êtes l'avocat de la commune de Suèvre, maître Sagnier. Le temps presse tant que ça. Je vous pose cette question, 39 ans après les faits, ça urge ? Oui, ça urge. Dans cette petite commune de Suèvre, il y a une tombe qui est plus petite que les autres. C'est une tombe qui ne fait pas 1 mètre, peut-être 80 cm, c'est la tombe d'une enfant. D'une enfant qu'on n'a pas laissé grandir, qu'on n'a pas laissé pousser au-delà de cela, et qui tous les jours de sa petite vie, au-delà de ses 3 ans, 4 ans, tous les jours a reçu des coups. Mais des coups importants. Des morsures au visage, des morsures d'adultes, des morsures d'enfants. Elle a été brûlée avec un fer à repasser, on lui a fracturé l'humérus. C'est une enfant qui n'a connu de la vie que de la souffrance. Tous les jours, des coups. Et puis, depuis qu'elle est morte, on aurait pu penser qu'elle a retrouvé la paix, la sérénité dans cette petite commune de Suèvre, dans ce petit cimetière de village. Eh bien non. Chaque jour qui passe est une gifle de plus à cet enfant. Chaque jour qui passe est une gifle de plus à cet enfant. Comment est-ce que l'on peut comprendre que depuis 2018, à part quelques mois de détention, ceux qui sont accusés d'avoir commis cela soient en liberté? Après 31 années de liberté, quelques mois de détention, et c'est depuis 6 ans pour l'un, 7 ans pour l'autre. La liberté retrouvée. C'est ça la justice. Eh bien, si elle est rendue au nom du peuple français, le peuple français ne peut pas comprendre cela. On ne peut pas comprendre que la justice ne soit pas rendue à cette petite fille. On a tous les éléments, selon vous, là, pour passer à un procès, on les avait même déjà avant ? Les éléments, on les a depuis des années, depuis au moins 2019. C'est l'ADN qui a parlé, c'est des certitudes à 99,9 999 qui sont doublées derrière d'aveux. C'est-à-dire qu'il y a une certitude, mais ce qu'il manquait, c'était une volonté.
une volonté de rendre la justice. Alors il va falloir que l'État français rende des comptes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons attaqué la justice devant le tribunal judiciaire de Paris. Nous avons informé il y a une dizaine de jours le tribunal judiciaire de cette volonté parce que j'ai écrit à la présidente de la cour d'assises. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai écrit un recommandé au procureur général. Je n'ai pas eu de réponse. Je l'ai fait à plusieurs reprises et sans réponse, il a été décidé d'attaquer l'État en responsabilité pour obtenir la condamnation de l'État français sous astreinte à organiser ce procès. Ce procès est enfin organisé. Cette assignation, vous l'avez dit, on a trouvé une date de procès finalement. Alors est-ce que cette procédure, elle a un sens maintenant qu'on a une date ? L'objet de cette assignation, c'est de comprendre comment fonctionne notre justice aujourd'hui. Qui peut comprendre qu'un enfant martyrisé à chaque jour de sa petite vie, qui va finir dans des conditions atroces, 27 morsures au visage, des hématomes, le téton arraché par la bouche, le ventricule qui se vide de tout son sang, comment peut-on imaginer que ceux qui sont accusés d'avoir fait cela puissent ne pas être confrontés à notre justice, celle qui nous appartient? C'est la justice populaire, c'est le jury d'assises. Alors comment se fait-il que le jury d'assises n'ait pas été constitué avant? J'attaque pas les hommes, j'attaque pas ceux qui sont en charge de faire ça. J'attaque l'institution de la justice. C'est pas acceptable dans une société qui se veut civilisée qu'un enfant qui a subi cela ne voit pas la justice être rendue. Il faut rendre des comptes à Inès. Mais aujourd'hui, il faut aussi que la justice rende des comptes. Il faut en arriver à... Alors là, on voit des images d'une marche blanche. Vous avez mis effectivement une pression sur l'État pour faire bouger les choses. Il faut en arriver là aujourd'hui. Ça fonctionne à coup de pression dans notre système aujourd'hui ? C'est quelque chose de complètement incompréhensible. Cette justice qui est au bord de l'embolie, mais qui est au bord d'une embolie telle qu'on ne peut plus écrire le mot justice comme étant une vertu. C'est devenu une administration avec une gestion du stock de dossiers. Les hommes qui sont chargés de cela font ce qu'ils peuvent, mais malheureusement, les moyens manquent, les hommes manquent. On est obligé dans cette justice de rappeler des magistrats qui sont partis à la retraite pour venir compléter des juridictions. Heureusement, l'Europe condamne la France, c'est l'article 6 de la Convention européenne, et le tribunal judiciaire de Paris condamne l'État français pour ce genre de dysfonctionnement. Il faut que cela cesse. Il faut que la justice puisse redevenir une institution dans laquelle on ait entière confiance. Suèvre avait confiance dans cette justice. Suèvre n'a pas compris qu'en 2019, celui qui était accusé d'avoir fait cela recouvre la liberté après 31 années de liberté. Et puis qu'un an plus tard, ce soit l'autre accusé qui à nouveau retrouve la liberté. À partir de là, la confiance dans la justice est estompée et 7 ans plus tard, elle n'existe plus. On aura compris votre indignation et avec la vôtre, celle de la commune de Suèvre. Merci, Maître Jean Sagnier. Mais je vous en prie. Merci d'être venu. Une interview enregistrée cet après-midi. Retour au direct à présent avec un mot d'agriculture, Lucas. Oui, la taille d'hiver a commencé à Vaigné au conservatoire des pommiers du domaine de Candé. Créé en 2007, ce verger abrite près de 300 variétés de pommiers entretenues par l'association des croqueurs de pommes. Un vivier de variétés anciennes devenu au fil des années une référence pour l'arboriculture française. Ici, les bénévoles œuvrent à la sauvegarde des variétés fruitières régionales, parfois en voie de disparition. On écoute le président de l'association des croqueurs de pommes. Ici, on a 80 variétés à peu près de pommiers qui sont installées sur le verger de Candé. Dans le commerce, les 2/3 des pommes vendues, ce sont 3 variétés et qui ne sont pas des variétés françaises. Ce sont des pieds référents. Certains vont probablement se retrouver inscrits en collection nationale, c'est-à-dire qu'on sera les principaux détenteurs de cette variété pour réalimenter tout un tas de vergers en France, voire à l'étranger. On ouvre à présent une page de sport avec du handball d'abord. Les filles du Chambray Touraine Handball se sont imposées 26-28 hier face à Plan de Cuques. C'est la 5e victoire consécutive de nos handballeuses en championnat. Une belle série qui conforte la place de 3e du CTHB en Ligue féminine de handball.
En revanche, côté volley, c'est la désillusion. Mais oui, Aurélien, avec cette défaite du Tour Volleyball, c'était hier soir à domicile. En Ligue des Champions, le TVB s'est incliné face aux Ziraat Ankara. 3-7-1 qui pénalise toujours plus les Tourangeaux dans cette phase de poule. Compte rendu du match avec Léa Turki. Et c'est la déception, d'autant plus grande après les nombreux espoirs nourris tout au long de cette soirée. Le Tour Volleyball s'est incliné face à Ankara ce mercredi soir, 3-7-1. On avait des occasions pour justement sur les choses simples et le côté technique pour les embêter et aller chercher au moins un 5e set. Donc très déçu, on avait des occasions et on les a pas prises. On a fait de la merde sur les petits détails à la fin, donc c'est ça qui nous coûte le match. Pourtant, les Tourangeaux ont su tenir tête à Ankara. En témoigne ce mano à mano dans le 2e set jusqu'à 17-17. Déterminé, le TVB prend les devants et ça fait 25-21. C'est ensuite que les choses se corsent. Il faut dire que Nimir ne laisse pas beaucoup de répit aux Tourangeaux. Les blocs de Voss et Koric n'auront pas suffi à lutter et c'est 3-7 remportés par le club d'Ankara. Ils restent donc invaincus de leur poule avec 5 victoires au compteur. On savait qu'ils allaient prendre des risques au service, ça a commencé à payer aussi un peu dans le 2e. Ils jouent très bien. C'était vraiment très compliqué et on a réussi à tenir, à faire le dos rond dans des moments compliqués et à gagner ce match. Mais vraiment ils jouent bien et je leur souhaite vraiment une bonne fin de saison parce que je pense qu'il y a des trophées à aller chercher. L'avenir du TVB en Ligue des Champions cette saison s'assombrit avec cette 5e défaite consécutive. Ce jeudi soir, si Trentino s'incline face à Ljubljana, les Tourangeaux n'auront plus la possibilité d'être qualifiés en phase finale. Allez, place à notre rubrique On vous répond avec notre invité Boris Fabian, enseignant de la conduite au sein de l'école de conduite française. Pour répondre à cette question, quels sont les conseils pour l'achat de sa première voiture? Bienvenue Boris, bienvenue sur le plateau. Alors oui, merci. C'est une étape importante, mais il va falloir éviter quelques sorties budgétaires et techniques. Donc on va faire le point avec vous ce soir. Déjà, c'est quoi les pièges vraiment à éviter lorsqu'on souhaite acheter un premier véhicule? Alors les pièges à éviter, ça va être déjà, ce que je conseille en tant que moniteur, c'est de ne pas acheter la voiture avant l'examen. Ça rajoute toujours une petite pression en plus, on va dire. On n'a pas le droit de louper, là. Voilà, exactement. D'autant plus que si on achète la voiture, on est automatiquement obligé de l'assurer, évidemment. Et puis après, ne pas hésiter à se faire accompagner par une personne, parce que quand on est jeune, on peut être parfois un petit peu influençable. Donc c'est vrai qu'au moment de s'engager sur parfois un budget qui est un peu important, toujours bien d'être accompagné, quoi. Pour circuler justement sereinement en Indre-et-Loire ou dans le Loir-et-Cher, il faut mieux privilégier une petite citadine ou au contraire une voiture qui est un peu plus polyvalente? J'aurais tendance à vous dire plutôt une voiture assez polyvalente. On n'a pas des villes, que ce soit dans le Loir-et-Cher ou en Indre-et-Loire, on n'a pas des villes assez importantes, trop importantes pour justifier forcément d'une citadine 100%. Donc peut-être une voiture un peu polyvalente qui permet de sortir un petit peu de la ville, donc sur la rocade, etc., en sécurité, quoi. Alors, côté mécanique, c'est quoi les points de vigilance qui sont indispensables, surtout si on n'y connaît rien? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut absolument regarder et notifier par rapport à une voiture? Alors, les points, ça va être l'entretien, on va dire, régulier. Vérifier les factures, vérifier si le kilométrage il est cohérent sur les factures, vérifier l'usure des pneus. Alors après, l'usure des pneus peut être un peu aléatoire, mais vérifier si le pneu est notamment usé de manière relativement cohérente. Et puis, évidemment, la fameuse courroie de distribution, parce que c'est ce qui coûte extrêmement cher sur une voiture. Donc, vérifier si elle a été faite assez récemment. Donc le contrôle technique aussi, la dernière date du contrôle technique? Évidemment, oui, le contrôle technique. Alors même si ça n'empêche pas les soucis, mais au moins on est sûr que la voiture est au moins sécuritaire. Essence, diesel ou électrique, on débute avec quoi? Ça va dépendre un petit peu de votre budget, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que l'électrique, à titre personnel en tout cas, l'électrique est quand même un choix, à mon sens, notamment en ville, plutôt adapté. Après, on avait l'habitude... Plus onéreux aussi, parfois. Plus onéreux, c'est pour ça que le budget va aussi décider. Et puis après, on a l'habitude de dire que si on roule beaucoup, plus un diesel, si on roule un peu moins de l'essence, qui va être aussi un petit peu moins cher à l'entretien annuel.
Boris, une voiture rouge, fashion faux pas ou pas? Ah mince. Laissez ma voiture de oui tranquille. Un dernier petit conseil au moment de l'essai du véhicule, c'est important d'essayer le véhicule. Ouais, bien sûr. On met pas de musique, comment on se fait accompagner peut-être aussi? Évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'accompagnement est super important parce qu'on a forcément moins d'expérience quand on débute. Évidemment, être attentif au bruit que la voiture peut faire. Et puis, si on se sent bien au volant, il y a des voitures sur lesquelles, dès qu'on se met derrière le volant, on ne va pas se sentir très à l'aise. Donc, évidemment, prendre son temps. On sait que c'est des moments où on est pressé d'acheter sa première voiture, mais prendre son temps. Prenons notre temps, exactement. Et Boris, c'est une voiture jaune comme Clara, l'assistante de production, fashion faux pas ou pas? C'est petit ou c'est grand? Parce que c'est un petit peu, ça peut vite piquer. Bon, j'arrête d'embêter mes collègues. On salue Clara Chevalot qui assiste à la perfection cette émission. Merci beaucoup. Vous avez quoi comme voiture, Lucas? Elle est grise, moi. Voilà. Grise, alors, d'un ennui. Merci beaucoup, Boris Fabien, d'être venu en plateau. Voilà. Un peu de sourire pour finir ce journal, ça fait du bien. Merci beaucoup, Lucas. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la suite de vos programmes. Et nous, on se donne rendez-vous demain, 17h50, avec de la bonne humeur et du sourire. Je l'espère. À demain.